Hello everyone, Bonjour tout and le monde. thank you for joining our seventh Urban Merci Development Shift. My d'être name is là pour Sharon, notre and I work for the septième Sustainable Urban Development webinaire at the d'Urban UN Shift. Je Environment Programme. travaille au It's my programme pleasure de to welcome you to l'environnement de today's meeting, l'ONU. where we will explore C'est how un plaisir de vous sustainability, accueillir impact, aujourd'hui and où nous inclusion are explorons connected comment to la each other. nature urbaine Of course, peut today we will créer be de focusing on l'équité et de managed ocean l'inclusivité environment dans here des on villes. Mexico. Aujourd'hui, nous nous First, concentrons I'd sur like to la ville welcome de our guests Mexique. today. Alors, It's nous my sommes pleasure to ravis moderate d'accueillir nos today's collègues du presentations in Mexique. Spanish. Nous The avons interpretation aujourd'hui capabilities de are l'interprétation en anglais, français available et in espagnol Spanish. You qui can vont être enable the disponibles à interpretation travers ce notification webinaire. at the bottom of Vous your pouvez screen l'allumer and en selecting cliquant the sur le language globe preference. interprétation en bas de votre écran Second, et en we'd welcome any sélectionnant votre questions langue souhaitée. you have for our Deuxièmement, speakers today nous or sommes for prêts à répondre à toutes vos participants. questions So please par rapport post this aux in the présentations de box nos showing présentateurs the ou slides. notre programme Urban Shift. So Veuillez cliquer sur la boîte for comme those of you who montré don't dans already know, les the slides. Urban Merci à Shift Margot. Si vous ne is a savez pas project déjà, undertaken l'Urban by Shift est une UNEP and funded by the initiative UN qui est Environment fondée Programme in par partnership with l'environnement Resources Institute Facilité 46. Globale, ICLEI GEF, is the le programme International d'environnement de Development l'ONU, Programme l'Institut des that ressources has mondiales, developed C40 sustainable City, development. Urbanism focuses on l'ICLEI, transportation, UNDP, la Banque mondiale design et la Banque capacity, urbaine. Ça, integrated urban ça planning soutient approaches, and des building villes capacity à to travers pivot des to approches greener and intégrées healthier urbaines economies. pour une For the next transition hour, vers des we will have a économies series of plus saines et presentations plus on vertes. nature. À travers cette First, heure, we'll nous focus aurions des on air présentations sur le sujet de how la how to biodiversité foster urbaine et comment ça pourrait inclusive être un and outil equitable cities puissant and the lessons pour learned and best créer des practices villes in inclusives these et ecosystems. équitables en utilisant les We will now exemples follow de la ville de Mexique. Nous with allons the commencer presentation notre from Mr. conversation Boileau, avec who une leads the présentation de development of Pierre local Boileau environment qui est plans, chargé of course, de l'avenir de GEO, l'environnement Urban mondial, le Guarantee and Cities, GEO. Il which va se concentrer highlights sur le green GEO cities. pour les villes This qui group will be soulignent developed des by a villes short vertes et conversation, justes. whom I will Nous introduce allons after aussi, he has après presented. avoir un panel A de reminder again, quatre we'll be finishing at présentateurs 2 p.m. distingués, So un please enter rappel your qu'à la questions fin, as we il y have aura them une in the partie questions et Q&A. réponses. N'hésitez pas à We're noter vos already questions dans eager to la boîte learn questions et the réponses. struggle Nous and attendons complexities of avec leadership in urban impatience affairs and d'entendre equity. So comment let's move fonctionne right la into. relation entre Um, euh, I would like to invite l'environnement et Pierre-Henri Boileau l'équité. Je to voudrais donc start his inviter presentation Pierre-Henri from UNEP Boileau à Urban partager Shift Report. sa Pierre, recherche the floor is euh, yours. de l'UNEP chez Thank you very GEO, much, l'avenir de Sharon. l'environnement mondial. Um, Merci Sharon et j'espère que tout le monde peut m'entendre. Je some vais slides related to the partager GEO quelques system. slides en lien avec Yeah, le and GEO I pour les villes asked qui a été the fondé par l'UNEP developer of après le the report lancement du when I was rapport de producing the l'avenir de CER l'environnement mondial. report. Nous avons commencé en mai So this is the 2019 et l'a report. lancé officiellement We en had novembre a 2021. distinguished group of Nous avons authors who eu came des auteurs to distingués explain qui what it sont venus pour nous aider à means comprendre ce que ça voulait dire we also d'être une had ville juste et verte. Nous avons un the City comité Alliance d'environnement avec une alliance, to develop l'Alliance des HI, villes, l'ODI, Indian Institute for l'Institut indien Housing, and the Global pour Council les logements et le Conseil global Science and pour the Environment. la science et l'environnement qui était présent We sur had notre expertise comité de conseil. and if I can Nous just avons skip pris ahead beaucoup just de a temps little pour to the faire de la slide. recherche sur ce sujet. Prochaine diapo. Thank you. Merci. We have 5 chapters in the report. Le First, rapport est composé de cinq create a bit of chapitres. context by explaining why we need Le the geosystem. contexte, Certainly d'abord, addressing the main pour theme of vous the report. expliquer There pourquoi are a number of findings nous avons eu that need to be besoin addressed. de mettre en place l'avenir de l'environnement mondial pour les villes, le besoin de transitionner nos systèmes d'alimentation, etc. Nous We avons also wanted to explore mis cross-cutting under urban dynamics, un cadre environmental autour action, and de the ce barriers sujet. that might exist
Il y avait aussi les dynamiques urbaines pour l'action de l'environnement et les actions à mettre en place pour atteindre cette action environnementale. Il y avait des implications mises en place dans le rapport, l'économie clinique, les habitudes et le gouvernement. Il y a des choses dont une ville doit faire face. Avant de devenir juste et verte, nous avons exploré l'état de l'environnement dans quelques villes, comment les villes peuvent marcher pour les individus et la planète. Nous avons mis en place une vision pour une ville verte et juste et les voies à prendre pour atteindre cette vision. Alors, c'est clair, depuis notre analyse, la biodiversité et la nature dans des villes et autour des villes peut améliorer de manière dramatique les vies des résidents urbains, mais peut aussi mener vers de la gentrification verte. Une inégalité dans des villes où les espaces verts ne sont pas disponibles que aux gens qui ont de la richesse et de la puissance et les moins ressourcés ont moins d'accès. Alors, une ville doit prendre en compte les services d'écosystèmes qui sont fournis par la nature et le besoin que tout le monde dans une ville ait accès à ces services d'écosystème. Ces services sont des services d'approvisionnement qui sont possiblement à l'extérieur d'une ville. L'approvisionnement des aliments, des services et du pétrole, les habitats pour produire ou créer de l'eau ou de l'air propre, et aussi la récréation et la satisfaction spirituelle qui peut être fournie par des espaces verts. Il faut faire attention avec ce concept d'équité parce que les ressources biologiques sont distribuées de manière inégale. Comme je vous ai dit, ceux qui ont plus de richesse et plus de pouvoir ont plus d'accès aux espaces verts et ils ont le droit de construire leur maison dans ces espaces. Et ceux qui sont moins représentés, sous-représentés ou désavantagés n'y ont pas accès. Bien sûr, la réduction des systèmes d'écosystèmes, si la nature est endommagée dans les villes, où les villes peuvent intensifier cette situation en augmentant les impacts sur les personnes désavantagées des différents genres et peuvent mener vers des biais d'inégalité. Alors, notre objectif dans GEO pour les villes était de savoir ce qui était nécessaire pour créer une ville juste et riche en nature. La vision était d'essayer de créer cette ville verte, riche en nature, avec de l'équité déjà intégrée. C'était nécessaire de diviser cette vision en 3 dimensions. Une vision, c'était des villes circulaires net zéro où l'eau, les déchets, les émissions sont gérées d'une manière qui profite les citoyens de cette ville. Il y avait une deuxième dimension, ce qui s'agissait de renforcer de la résilience, que la ville soit durable. Les villes qui ont de la nature, qui ont un environnement urbain durable et de l'urbanisme durable déjà intégré dans la procédure de construction de la ville. Et finalement, la troisième dimension, c'est appelée des villes inclusives et justes. C'est où nous avons la conception de pas seulement le côté humain, mais aussi les animaux, la vie biologique, la flore, la faune, qui doivent être intégrés dans la vision de la ville et de la construction de la ville. Ça, c'était notre vision. Nous avons essayé le plus possible de traduire cette vision dans des solutions avec des voies pour atteindre cette vision. Je vais parler des villes inclusives et justes en tant que voie dans la prochaine slide.
Désolé, prochain slide. Alors, cette ville juste et inclusive a besoin d'être renaturée avec de l'équité intégrée. Il y a 4 voies principales pour atteindre cette vision. Déjà, c'est de mettre en place le droit de toutes les espèces en mettant en place des procédures de gouvernance urbaine et des pratiques démocratiques pour que la ville en soi ne soit pas considérée comme habitat seulement humain, mais c'est un habitat pour la flore et la faune, pour des autres formes de vie qui devraient avoir accès à la ville et qui devraient avoir accès aux bénéfices de la ville. La deuxième voie était de construire de la justice au-delà de la ville. Nous reconnaissons qu'il y ait des empreintes environnementales assez lourdes depuis ces villes et de ne pas les imposer sur des autres lieux où les aliments sont extraits, les ressources sont amenées vers la ville depuis des autres lieux. Il faut reconnaître que la ville et cet impact et que la justesse doit être intégrée dans la notion de cet impact. Et finalement, avant d'aller à la fin, à la dernière, il faut injecter des considérations d'équité comme la justesse de race, justesse ethnique dans la poursuite de la durabilité environnementale. Et finalement, pour avoir une ville juste et inclusive, juste et verte, il faut reconstruire la nature dans la ville pour renforcer la santé et bien-être de tous les citoyens, de reconstruire en fait une biodiversité urbaine dans les services d'écosystèmes qui pourrait aussi fournir de la résilience contre les chocs du changement climatique. Nous avons vu des villes qui ont été impactées par des changements et nous avons besoin des systèmes de transportation électrique pour maximiser la mitigation fournie par la ville pour faire face aux crises climatiques. Tout ça, c'est bien défini et expliqué dans le GEO pour les villes. Ils obligent beaucoup d'actions au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau sociétal et des entreprises pour être bien gérés et bien appliqués pour atteindre une ville juste et verte. Nous avons ces voies, nous avons la vision, tout est bien mis en place. Je pense que c'est très bien utile d'avoir la science et la preuve qui y justifie et qui montre que c'est en fait possible. Ça peut être bien implémenté dans les villes d'aujourd'hui. Merci. Et je pense que c'est tout. Oh, désolé, pardon. Merci, Sharon. Il y a un besoin urgent pour la reconfiguration depuis les résultats de notre rapport, c'est de remettre en place les fonctionnements d'une ville pour adresser les problèmes environnementaux critiques. Ce n'est pas facile, il n'y a pas des lignes directrices simples, mais il faut prendre une action, il faut agir depuis les informations qui sont disponibles et il faut prendre des risques pour confronter ces problématiques sous-jacentes quand le timing est bien mis en place. Normalement, quand il y a une crise, il y a une opportunité pour une modification de transformation. Alors, cette prise de risque peut être effectuée de manière opportunistique, d'une manière qui est le meilleur pour nos citoyens et notre planète. Nous ne pouvons pas avoir peur de prendre ces actions, d'agir pour ces personnes. Et ça, c'est tout. Merci beaucoup, Pierre. Une très jolie photo de tout le monde qui faisait partie de ce rapport. Moi, j'étais là tout au début aussi, et c'était juste incroyable de pouvoir partager cette expérience avec beaucoup d'experts. Ce que j'ai trouvé très intéressant était l'approche multidimensionnelle à l'équité. En écoutant nos panélistes, vous avez donné en fait un bon point de départ. Alors, je voudrais bien demander à nos panélistes d'allumer leur caméra et de nous rejoindre sur scène virtuelle pour souligner
comme ce que Pierre a dit, comment ça peut être appliqué aux villes dans le monde entier et particulièrement sur notre point de concentration, ce qui est la ville de Mexique. Nous allons entendre de John Rob Poole, qui est gestionnaire de la connaissance et des partenariats à Urban Shift WRI, qui va nous donner des idées de comment nous pouvons en fait soutenir de l'équité dans les villes. Nous avons aussi José Alberto Lara Pulido, qui est le fondateur de Ecopoliticas, qui va parler de l'organisation des jardins à la ville de Mexique, qui était juste complétée. Michelle Montijo, qui nous rejoint aussi comme coordinateur de des stratégies de biodiversité du secrétariat de l'environnement CIDEMA de la ville de Mexique. Bienvenue à Michel. Et finalement, mais aussi important, Luisa Miranda Morel, qui est gestionnaire cadre du climat inclusif dans le Forum d'action et des académies de ces 40 cités, villes. Et nous sommes ravis de vous avoir ici pour partager votre expérience. Merci à Luisa. Alors maintenant, à John Robb, j'ai quelques questions à vous poser pour commencer la discussion. Quel est l'enjeu quand il y a de l'inégalité dans les espaces verts et comment la nature peut promouvoir de l'équité et qu'est-ce qu'il faut considérer, qu'est-ce qu'il faut retenir pour s'assurer qu'il y ait des vrais bénéfices résultant de ces interventions? Très bien, merci beaucoup. Merci pour la présentation et l'invitation aussi de participer dans ce webinaire sur un sujet qui m'est vraiment cher. J'ai eu la chance de pouvoir travailler dessus à travers Urban Shift et des autres expériences préalables. Je suis là pour partager les choses que j'ai apprises depuis des années. Pour la première question, quel est l'enjeu quand l'accès aux espaces verts est inégal dans une ville? Quand l'espace vert n'est pas distribué de manière égale, ça peut empirer les inégalités sociales. Alors, l'élargissement des espaces verts sans vouloir vraiment atteindre de l'égalité sociale pour avoir des résultats égaux et justes pour tout le monde, ça peut faire en sorte qu'il n'y ait pas les mêmes bénéfices qui sont attendus. Je sais que nous savons que des personnes, les habitants qui ont des ressources pauvres ont moins d'accès aux espaces verts, vivent dans des quartiers plus chauds, plus pollués, sont plus impactés par des inondations et par des autres changements climatiques. Alors, la manque d'éléments verts est en ce moment quelque chose qui est recherché par des personnes preneurs de décision et des politiciens pour résoudre ces problèmes. Mais d'abord, ce qu'il faut faire, c'est installer et maintenir l'infrastructure verte comme les parcs, des pièces de forêt, des petites parties des arbres. C'est toujours à un coût élevé et dans des quartiers qui sont un peu plus pauvres en ressources, ils ne peuvent pas en fait se permettre de payer pour ces aménagements. Et dans ces communautés, la représentation politique est normalement recouvert par des ambitions et les objectifs en court terme comme l'attraction des touristes ou de l'investissement. L'utilisation du territoire pour l'infrastructure verte peut être de manière disproportionnée et même pas de manière exprès faire bouger la population désavantagée ou pauvre en ressources. Quatrièmement,
Il y a des barrières à l'accès égal quand ces espaces verts ne sont pas mis en place avec l'objectif de satisfaire aux besoins des groupes désavantagés comme des femmes, des enfants, des personnes handicapées, etc. Alors, le type, la densité et les obligations de maintenance dans les espaces verts urbains impactent en fait la sécurité de l'utilisation, ce qui varie par genre, par âge, par statut socio-économique. Si je peux vous donner un exemple, si vous mettez un parc urbain dans un quartier où il n'y a pas d'espace vert, ça pourrait être bien. Ça pourrait résulter dans une réduite dans les inégalités sociales. Mais si vous ne considérez pas dans l'organisation et dans la phase de maintenance ce qu'il faut faire pour faire en sorte que cet espace reste sécure, vous pouvez de manière inadvertante mettre en jeu en fait la sécurité des femmes parce qu'il y a de la végétation qui n'est pas bien maintenue, parce qu'il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas assez de luminosité. Ça pourrait représenter une barrière aux femmes d'utiliser en fait cet espace vert de manière consistante. Et numéro 5, je voudrais dire que les quartiers qui sont historiquement de pauvres ressources et sous euh, fournis, sous-provisionnés, peuvent être sujettes à une exclusion sociale et isolation culturelle en transformant le quartier sans répondre aux besoins des habitants actuels. Les espaces verts peuvent avoir un impact sur les valeurs de la propriété, qui peuvent augmenter les prix des maisons, qui peuvent en soi faire en sorte que les personnes doivent partir de ce quartier, un quartier dont ils vivaient pendant longtemps. Et c'est quelque chose qui s'est passé dans plusieurs villes autour du monde et c'est déjà en fait, la même histoire où il y avait un parc qui a été construit et qui a attiré des personnes un peu plus euh, ressourcées, qui a fait en sorte d'améliorer ou augmenter le prix des maisons, qui a fait sortir les résidents actuels. Et il y a beaucoup d'erreurs et des réussites dont nous pouvons apprendre et dont nous pouvons apprendre à faire mieux. Alors, pour répondre à votre question, comment la nature peut être utilisée pour promouvoir l'équité? Ben, nous savons que la nature, comme les forêts, comme des espaces verts construits, que nous pouvons catégoriser comme les solutions basées sur la nature, peuvent avoir un bénéfice aux villes de différentes manières, réduire la chaleur, de mitiger les effets des inondations ou des fortes pluies, de fournir des opportunités de travail et du bien-être des personnes dans certains cas. Mais ça doit être fourni de manière équitable à tous les résidents, y compris les groupes marginalisés ou de pauvres ressources, doit être intégré dans le processus d'organisation. Ça peut être utilisé pour aider les communautés sous-représentées, mais pour ce faire, il faut mettre en place des projets pour mettre en place des espaces verts qui sont justes. Alors, trois considérations. D'abord, les municipalités, les villes doivent avoir du leadership qui priorise des communautés sous-représentées dans la mise en place de ces projets verts pour pouvoir voir les bénéfices à long terme économiques. Deuxièmement, l'engagement de la communauté, vraiment s'engager avec la communauté que vous voudriez aider est important pour qu'ils soient impliqués et qu'ils aient des choix dans la mise en place. Ça me fait rappeler au New York Times de janvier 2013, c'était les arbres gratuits. Beaucoup de résidents de Détroit disent non, merci. Et l'article expliquait pourquoi les résidents dans les communautés marginalisées à Détroit ne voulaient pas des arbres gratuits, ce qui était une initiative pour améliorer leur environnement local, mais eux, ils ne voulaient pas parce que ça rajoutait un coût de maintenance que eux, ils devaient payer dans le long terme. Ça, c'est quelque chose à considérer et s'engager avec la communauté dans l'organisation des projets d'espaces verts urbains. Et troisièmement, explorer l'utilisation et vraiment essayer de
utiliser des fonds innovatifs, de mettre en place des espaces verts dans des quartiers sous-représentés, mais en protégeant la propriété des résidents actuels. Les villes peuvent faire ça en utilisant des fonds d'impact, en réduisant la responsabilité et le financement d'une ville pour des projets de finances. À la fin, je voudrais dire que d'adopter un lance d'équité dans l'organisation des espaces verts peut aider à résoudre le problème de inéquité verte dans des espaces urbains. N'hésitez pas à aller dans notre site web d'Urban Shift pour plus d'informations. Oui, c'est bien ce que vous dites sur l'utilisation et comment les espaces verts doivent être utiles. Ça doit faire partie des vies des citoyens en le regardant. En fait, l'utilité, ça mène vers de l'équité. C'est beaucoup à considérer d'une perspective globale. Maintenant, nous allons plus loin dans l'expérience de la ville de Mexique. La ville de Mexique est une des villes déjà qui utilise déjà des stratégies pour mettre en place un avenir plus équitable et durable. Quand vous pensez à la ville de Mexique et un perspective très urbain, vous allez être bien surpris de voir qu'il y ait beaucoup d'initiatives dans le capital qui ont été initiées par les citoyens eux-mêmes avec le soutien de leur gouvernement régional. C'est un plaisir donc de vous présenter José Alberto Lara Pulido, qui est le fondateur de Ecopoliticas, qui a joué un rôle clé dans un projet qui nous a aidés à comprendre le statut de la nature et les implications dans la population. Ecopoliticas travaille dans la distribution des jardins urbains dans la ville de Mexique et la corréler en fait avec des données sur l'équité et l'inclusion. Alors, quels étaient les résultats de votre travail? Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravie d'être ici. Je vais vous montrer des slides sur les résultats et des liens sur la modélisation des jardins urbains dans la ville de Mexique. Nous avons fait une modélisation avec du travail récent que nous avons fait cette année depuis 3 mois. Alors, nous avons visité plusieurs jardins urbains et en demandant aux individus, des jardiniers par rapport aux autres jardiniers, etc., nous avons trouvé 160 jardins urbains dans la ville de Mexique. Prochain slide. Je vais parler dans ces slides de notre modélisation, ce qui est la différence entre une espace vert et la marginalisation, les espaces verts et les jardins urbains, et la marginalisation et les jardins urbains. Voici la carte qui a été modélée à travers Google Maps. Voilà le lien qui est disponible, qui est un lien court. Si vous voulez le copier ou juste le taper, c'est possible aussi de le mettre dans le chat. Là, vous allez trouver tous les 160 jardins que nous avons visités et nous avons passé un minimum de 2 heures à chaque jardin pour recueillir beaucoup d'informations autour de leurs pratiques de gestion, gouvernance, revenus, dépenses et autres informations. Ce que vous allez voir dans cette carte, c'est juste le lieu, le nom du jardin et des photographes du jardin lui-même.
Nous sommes en train de traiter les données et nous avons un rapport de ces données, mais ce n'est pas encore disponible. Ce n'est pas encore publié, mais si ça vous intéresse, c'est possible de vous le partager par demande. Ce que nous avons trouvé dans ces jardins pendant ces visites, nous avons vu que les jardiniers sont prêts à travailler ensemble et de mettre en place des réseaux renforcés, ce qui est clair parce que ces personnes sont vraiment motivées à participer, à se coordonner. Alors, nous avons vu ça aussi à travers les données. La propriété de la terre est un problème dans plusieurs jardins. Il y a des jardins qui sont dans des lieux où il y a des litiges entre les propriétaires de la terre et les jardiniers. Alors, ce n'est pas un problème généralisé, mais c'est quelque chose qui est présent dans une bonne partie des jardins. La plupart des jardins sont petits, ne peuvent pas générer des revenus, dépendent fortement sur des ressources gouvernementales ou des donations et en général sont dans une situation de vulnérabilité qui fait en sorte qu'ils ne sont pas durables financièrement. Et ça, ce n'est pas surprenant. C'est quelque chose que nous voyons avec des jardins urbains autour du monde. Ce n'est pas une ressource d'agriculture commerciale. C'est quelque chose qui peut survivre ou qui peut fonctionner parce qu'il y a des autres points positifs. Que ce soit cohésion sociale, divertissement, des espaces de formation pédagogique, etc. Nous n'avons pas trouvé des données surprenantes. Au début de notre travail, ces résultats ont été attendus et hypothétisés, mais nos hypothèses ont été confirmées. Voilà la relation entre les espaces verts et la marginalisation dans la ville de Mexique. La marginalisation est montrée à travers un indice. Cet indice qui prend en compte les données sociodémographiques et économiques par foyer. Et nous avons établi donc un indice qui est partagé et publié chaque année par des agences gouvernementales. Cet indice est catégorisé dans 5 catégories: très haut, marginalisation, haut, moyen, bas et très bas. Ce que vous voyez en rouge, ces zones rouges sont des zones où la marginalisation est à un niveau très haut et les endroits en bleu foncé, bleu clair foncé, sont les moins marginalisés. Et vous voyez qu'il y a une relation négative entre les espaces verts et la marginalisation. Ce que je veux dire, c'est où le niveau de marginalisation est plus haut, nous avons moins accès aux espaces verts. Ce qui est en lien avec la présentation de mon collègue précédent. Voilà le lien entre les espaces verts et les jardins urbains. Mes slides sont seulement en fait en train de soulever des questions, pas répondre à des questions, mais je pense que les questions soulevées sont très intéressantes. Par exemple, ici, il y a 23 des 163 jardins urbains qui se trouvent dans des espaces verts. Ça, c'est quelque chose d'approximatif, mais il peut y avoir une corrélation négative avec des espaces verts.
Euh, Moi, je vais parler en espagnol maintenant. Il y a une relation négative entre des espaces verts et des jardins urbains. C'est peut-être parce que des jardins urbains sont en train de substituer en tant que euh, leur point positif. Ça, c'est la corrélation avec les jardins urbains. Ce que nous voyons ici, c'est moins de corrélation en espace entre les jardins urbains et la marginalisation. Alors la question est, est-ce que les jardins urbains réduisent les écarts sociaux? Les écarts sociaux, comme je vous ai dit, je- cette modélisation ne peut pas fournir des réponses, mais soulève ces questions qui sont à rechercher et il serait intéressant de tester ces liens avec de la recherche supplémentaire. Alors, voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Merci, merci. Moi aussi, je voudrais savoir la réponse à cette question. Je ne sais pas si les autres participants euh, sont d'accord, mais ce serait intéressant de savoir, particulièrement dans ce cas de la ville de Mexique. Mais nous allons entendre plus de la ville de Mexique parce que notre prochain présentateur, Michel Montijo Arejuin, va nous parler de l'équité et l'inclusion à travers leur stratégie de jardin urbain. C'était une manière de s'adresser au défi de l'accès aux espaces verts et de s'intégrer dans la stratégie des espaces verts urbains à la ville de Mexique. Est-ce que vous pouvez pas nous parler de votre approche et vos attentes en termes de bénéfices sociaux Muchas et gracias. environnementaux? Muchas gracias al programa de Merci, Defensores del Sharon. Medio Ambiente por esta invitación y por la colaboración que tenemos Et para merci à UNEP pour l'invitation muchas gracias también por el et apoyo pour con la toute la traducción. promotion et Yo l'opportunité les de voy a compartir promouvoir un poquito acerca ces de tus sujets. preguntas, Sharon. Merci aussi pour le Muchas soutien gracias por en forme contestar de las service preguntas d'interprétation. que ya nos Je comentabas voudrais en la introducción. répondre à votre question, mais Lo que d'abord, je pensamos voudrais hacer vous es donner une vue globale, un peu de pues résumé que consideramos nous avons la entendu dans CFD, l'introduction sin quand nous embargo, parlons de la ville de en el Mexique, c'est caso de la Ciudad de normalement México, associé à nosotros en la l'infrastructure traducción grise. Mais dans le usaríamos cas de sorpresa la ville de o Mexique, también fortuna de que la mayor nous parte pouvons del trouver, territorio de la nous Ciudad de pouvons México dire que nous es sommes suelo de chanceux conservación o suelo rural. et d'être surpris du fait que la Tenemos plupart de la crecimiento terre de dans la ville de población. Mexique, c'est de la terre, c'est de la propriété rurale. Y como les comentaba, en realidad, pues la Ciudad de México Alors, ocupa menos del 1% de la superficie del territorio de nuestro país. comme Es je vous ai decir, dit, es la ville una de cantidad muy Mexique pequeñita y sin embargo alrededor de représente la sexta seulement parte de la población de 1% nuestro país habitamos en du la Ciudad pays de de México. Mexique. C'est une très petite ville, mais un Digamos, sixième de la entre 9 mil population du millones pays vit de personas dans la en ville la de zona Mexique. metropolitana son À peu près alrededor de 9 millions d'habitants dans la zone métropolitaine. alrededor del Et en tout, il y a 22 del millions territorio del país d'habitants que observamos en color verde en et à peu près el suelo de 59% du conservación territoire dans rural. le pays, comme vous voyez dans la carte, c'est la conservation de la terre rurale dans les frontières de la ville de Mexique. C'est là où la plupart de la richesse biologique de la ville existe. 6 sur 10 différents types de la végétation est concentrée sur cette frontière sud de la ville. Il y a beaucoup de biodiversité de l'espèce et à peu près 12% de la biodiversité du monde existe dans cette zone, avec beaucoup d'espèces, plusieurs espèces locales qui vivent dans cette région. Esto representa un gran reto para la Ciudad de México, ¿no? Cómo contener Ça représente esta aussi presión de la población urbana
un défi dont la ville doit faire face. Comment contenir cette pression urbaine sur la nature et comment récupérer la nature dans la ville même. Ça, c'est traité à travers le programme environnemental du changement climatique de la ville de Mexique. Ça concerne les axes de travail comme la revégétation urbaine et rurale, la récupération des rivières, gestion de l'eau durable, zéro déchet, l'intégration de la mobilité et sa durabilité, la qualité de l'air et ce que nous appelons aujourd'hui des villes solaires. Les objectifs de ces piliers sont de réduire l'impact et de donner accès à un environnement sain, ce qui est tout intégré dans la constitution de la ville de Mexique. Et à travers ces piliers, nous essayons d'améliorer tous les facteurs de la ville pour tous ses habitants. Prochaine diapo. Alors, spécifiquement, en ce qui concerne l'infrastructure verte et les espaces verts, la ville de Mexique a un programme d'infrastructure verte en particulier avec les objectifs de développer un réseau des espaces verts qui sont liés, équilibrés, divers et résilients et qui aident à améliorer la résilience de la ville et à augmenter l'équité et la distribution et accès aux espaces publics avec la nature. Alors, à travers la reconnaissance de ces 9 régions dans la ville, chacune de présente des conditions similaires et en considérant l'indice et l'inventaire des espaces verts et leur biodiversité, 9 régions ont été identifiées et chaque région contient ses propres projets concentrés sur traiter changement climatique et la biodiversité dans les milles, de mettre en place plus d'espaces verts, de réduire l'utilisation d'eau, de réduire des risques dans la ville et d'améliorer et augmenter le nombre et l'accès aux espaces verts. Comme nous avons vu dans le sud de la ville de Mexique, il y a de la terre de conservatoire, de la terre qui est conservée comme des forêts et des autres espaces verts. Et prenons en compte la surface verte par habitant, c'est dans le sud de la ville où nous voyons l'élargissement des espaces verts. Mais il y a des autres municipalités où nous avons peu d'accès aux espaces verts. Alors, à travers le programme d'infrastructure verte, l'objectif est d'augmenter l'accès aux espaces naturels pour tout le monde. Et bien sûr, nous voudrions accroître en fait le divertissement de nos citoyens dans leur accès à ces espaces. Avec les autres départements du ministère de l'Environnement, nous avons travaillé pour identifier les risques existants dans la ville par rapport aux inondations et des autres événements climatiques et de comprendre la distribution de différentes catégories des espaces, dont nous avons des espaces protégés ou des espaces avec de la valeur environnementale ou des parcs urbains et des forêts pour que nous puissions identifier la manière de mettre en place une connectivité entre tous ces espaces verts, mais aussi de trouver des différentes manières de fournir de l'accès à ces espaces à travers l'analyse, à travers tous ces facteurs, les habitants, les risques d'inondation et des autres résultats des événements climatiques. Nous avons mis en place des projets prioritaires pour la ville de Mexique. Prochaine diapo.
Alors ici, nous voyons des différentes activités de revégétation, de mise en place de végétation dans la ville et de remise en place de 2019 à 2022. 34 millions des arbres et autres plantes ont été plantés, et ce qui a en fait obligé une augmentation de la production des plantes, une augmentation de l'utilisation des plantes de la région, de mettre en place des jardins pollinisateurs, d'aussi faire de la réhabilitation des zones protégées et la reconstruction des pollinateurs. Voilà quelques exemples de la récupération sociale et environnementale de certaines zones avec l'objectif de fournir plus d'accès à ces espaces. Nous avons un phénomène dans la ville où la plupart de la population n'est pas conscient que la ville de Mexique contient 25 zones protégées naturelles. Normalement, quand on y pense à ces zones, nous pensons à sortir de la ville et aller quelque part qui est vert, mais il y a 25 différentes zones protégées naturelles dans la ville. Alors, beaucoup d'efforts est mis en place pour sensibiliser sur ces espaces et faire en sorte que ces espaces soient des espaces de sécurité et faciles à accès pour des visites. Voilà des exemples de ces zones naturelles. En ce qui concerne les jardins urbains, comme mentionné par José Alberto, nous avons eu la chance de collaborer avec le UNEP pour la diagnostic qui va nous permettre de promouvoir des jardins urbains comme des solutions basées sur la nature pour les villes. Cette collaboration a comme objectif de créer un réseau de jardins urbains pour les renforcer et les multiplier. Grâce à l'Ecopoliticas et l'équipe de José Alberto, nous avons pu maintenant identifier une carte des jardins urbains que nous espérons de pouvoir continuer à renforcer dans le futur. Ça représente une référence pour ces espaces, mais ça nous a permis aussi de créer un lien avec nos jardins de manière qu'il y ait un système jardinier intégré pour multiplier ces expériences. Le système jardinier dans la ville de Mexique contient des pôles, des jardins communautaires, des collectifs de jardiniers, des jardins écoliers et le soutien du secteur public, des agences gouvernementales qui travaillent dans ces espaces avec l'idée que ces jardins puissent être renforcés par le rajout de plus d'acteurs, mais aussi en les multipliant, en créant un pôle à les mettre en place dans les cités pour aider à les multiplier. Ça nous a aidé aussi à identifier des autres espaces dans la ville qui ont la potentiel pour du jardinage urbain et qui peuvent être en fait mises dans le réseau des jardins urbains. Je voudrais aussi vous donner deux autres exemples de comment nous sommes en train d'approcher la récupération de la nature dans la ville avec une approche sociale. La prochaine diapo. Michel, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, je voudrais juste vous donner encore une minute pour finir. Il y a beaucoup à dire, en fait. Parfait. Mais ouais, ça va. Alors, deux programmes. Le jardin pour les pollinateurs pour augmenter le nombre de zones, élargir l'espace d'habitation pour ces espèces
avec une approche basée sur les genres qui se concentre sur la formation des femmes, sur le jardinage environnemental, sur ces aspects pour qu'elles soient des leaders dans leur communauté pour créer ces sortes de jardins. Et ça a eu le soutien pas seulement de formation, mais des autres matériaux comme une guide pour mettre en place un jardin pour les pollinateurs qui est accessible à tout le monde. Et finalement, dans ce programme, c'est le programme de recueil des eaux de pluie. La plupart de l'eau vient de l'extérieur de la ville. Alors, ce qui nous mène vers le besoin de trouver des sources pour la population durable. Environ 35% de la population n'a pas accès à l'eau. Alors, ce programme a pour objectif d'installer des systèmes de récupération des eaux de pluie où l'eau est peu disponible, avec un impact sur les femmes aussi, parce que les femmes sont pour la plupart chargées du travail au foyer. Ça leur permet que ce temps investi dans le recueil d'eau pour leur foyer peut être réduit en ayant la mise en place de ces systèmes dans leur foyer. C'est tout ce que je voulais partager. Vous avez les chiffres sur l'écran. Désolée de vous interrompre, mais merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience riche dans la ville de Mexique. Alors, sans beaucoup de présentation, je vais maintenant donner le micro à Louisa, notre collègue de C40, qui a présenté des actions complexes, ont été présentées par le présentateur précédent. Mais est-ce que vous pouvez parler un peu de comment les autres villes ont approché les solutions basées sur la nature et quels bénéfices ça peut avoir pour les plus vulnérables? Merci, Sharon. Je pense que je vais juste aller directement au prochain slide. Je vais commencer avec le contenu direct. Alors, merci aux présentateurs précédents pour leurs interventions. C'est bien d'entendre les expériences depuis la ville de Mexique. D'abord, je dirais, je recommande, il faut essayer, pour avoir un bénéfice sur les plus vulnérables, c'est d'analyser qui est vulnérable, quelle vulnérabilité et quel est l'impact que vous pouvez avoir. Alors déjà, il faut voir en fait que ce soit juste, que la conception des solutions basées sur la nature doit traiter l'exposition des personnes au changement climatique, de pouvoir diminuer l'impact du changement climatique sur les sensibilités préexistantes, comme est fait par le programme pour les femmes leaders dans la ville de Mexique, et de créer une capacité adaptive. Il faut aussi penser de qui est vulnérable. D'abord, il faut reconnaître que l'exposure et que la capacité d'adaptation est définie par beaucoup de différentes caractéristiques qui se chevauchent, qui est déjà évident depuis la discussion précédente. Dans la pyramide que vous voyez à gauche, ça vient d'un expert dans le design universel. C'est très utile parce que ça nous rappelle la gamme en fait des différentes capacités, âges et genres qui définissent en fait la vulnérabilité des différentes personnes. Il y a des autres caractéristiques à droite comme le genre, ethnicité, faire partie d'un groupe d'indigènes et les ressources. Toutes ces caractéristiques combinées peuvent multiplier le risque dont une population doit faire face. Alors, la question reste comment? Il existe différentes méthodes, mais il y a des différentes méthodes que je voudrais souligner comme des meilleures pratiques de mon avis. D'abord, c'est la modélisation spatiale. José a déjà montré l'indice de marginalisation et la cartographie des différents éléments
dans un projet et dans un travail de recherche, je voudrais souligner la ville de Barcelona qui a pu modéliser en fait euh, mauvaise santé, santé mentale, diabète et obésité, qui ont vu en fait que ces problèmes de santé avaient plus d'impact sur des femmes que des hommes. Ils ont vu une corrélation entre la pauvreté, l'insécurité des aliments avec ces problèmes de santé. Et ça peut aussi, et il y a aussi une corrélation avec l'accès aux espaces verts. Alors du coup, ça veut dire que si vous êtes en train de bien mettre en place le lieu de votre projet, cet espace vert, et de cibler bien de manière inclusive, si vous êtes en train d'essayer de diminuer l'effet de forte chaleur ou comme les jardins urbains, de pouvoir faire face aux problèmes d'alimentation et de dénutrition ou malnutrition dans des quartiers sous-ressourcés. Il faut de toute façon créer un programme qui cible les endroits où les inégalités sont les plus hauts. Je pense que les évaluations de participation sont aussi une autre meilleure pratique et il faut trouver des manières créatives d'intégrer des personnes qui reflètent vraiment des personnes qui vont utiliser ces solutions naturelles qui pourraient bénéficier ou qui bénéficient actuellement. Ici, un exemple de Bogota, de Espacio. On fait cette évaluation participatoire en utilisant des organisateurs urbains qui venaient parler avec des personnes avec des handicaps ou des euh, déficiences cognitives et ont voyagé à travers la ville et ont utilisé leur retour et leurs informations qu'ils ont utilisées pour essayer d'améliorer en fait la conception des espaces verts. Et ça a été utilisé dans Curitiba, Bogota et des autres villes. Et moi, je parle ici des systèmes de transport, mais ces idées de conception peuvent être utilisées pour comprendre des barrières, pas seulement les barrières, mais l'utilisation des solutions basées sur la nature dans la modélisation des expériences avec les utilisateurs marginalisés. Prochaine diapositive. Là, c'est un exemple de comment vous pouvez appliquer cette méthodologie si vous êtes en train de penser à, par exemple, un individu avec les troubles du spectre d'autisme et qui a besoin d'un espace paisible. Est-ce qu'il bénéficie vraiment d'un jardin communautaire? Est-ce que ça lui fait du bien? Vraiment, dans la vraie vie, parce que ce composant en fait de bruit, c'est pas quelque chose dont nous pensons tout de suite. C'est pour ça que cette méthodologie est importante à appliquer. Prochain slide. Alors finalement, juste pour résumer, moi je recommande toujours de aller depuis des 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 approches d'inclusion qui sont basées sur des petits groupes, c'est de mettre en place en fait à l'échelle plus large avec l'intégration des gouvernements, des personnes qui prennent les décisions, des décisionnaires par rapport au budget, mais aussi il faut renforcer la capacité des employés dans ces villes qui sont impliqués dans la prise de décision et de travailler ensemble dans la définition des budgets. Et ça, je pense que c'est une stratégie pour pouvoir diminuer l'impact de la gentrification dont nous avons parlé avant. Alors, je voudrais aussi souligner Montréal comme un meilleure pratique parce qu'ils ont mis en place un comité euh, universel de conseil qui est consulté régulièrement dans la conception de leurs espaces publics et leur réseau de transport. Et ils aident beaucoup à comprendre
besoins et les comportements des utilisateurs comme les personnes handicapées qui sont très vulnérables, particulièrement dans les changements climatiques. Et il faut toujours conceptionner pour mettre en place du changement systémique. C'est toujours l'objectif avec la justesse sociale et environnementale. Voilà, je vais arrêter là. Ce sont mes conseils clés. Merci. Très, très utile, Louisa. C'est bien de voir des exemples concrets aussi. Il y avait tellement de questions très, très intéressantes, mais malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour faire la partie questions et réponses en direct, mais mes collègues derrière des rideaux ont répondu à l'écrit et je voudrais leur demander, Marco, Esteban, Elsa et Manald, est-ce que vous pouvez allumer vos caméras, s'il vous plaît? Et Marc Aurélien, vous êtes là aussi? Juste pour vous remercier devant tout le monde pour votre soutien et pour les réponses que vous avez fournies. Nous allons essayer donc de partager les réponses aux questions. Il y avait beaucoup de questions qui étaient très, très intéressantes. Peut-être juste une question. Je ne sais pas si c'est permis de leur demander juste une question qui est assez intéressante pour les participants. Oui, je ne sais pas si je vais pouvoir bien répondre, mais oui, je pense que ça pourrait être intéressant, particulièrement avec Pierre et le rapport qu'il a formulé. Il y avait une question autour des conditions environnementales, les microclimats désertiques. Comment naviguons-nous ce contexte, donc? Je pense que cette question est très intéressante parce que dans certains cas, il y a des zones qui précédemment n'étaient pas aussi sèches ou avec un changement climatique, il y a peut-être un besoin de faire une sorte de restauration dans ces zones. Est-ce que, Pierre, vous pouvez nous dire, dans ce contexte, nous pouvons atteindre un seuil raisonnable d'une infrastructure verte? Moi, je vais souligner deux choses. D'abord, c'est l'observation systématique une entité de financement qui veut installer des systèmes de surveillance climatique autour du monde. Ce SEF, ce fonds est maintenant disponible au gouvernement, particulièrement dans des pays en développement, pour pouvoir renforcer leurs capacités dans le mesure de la précipitation, dégradation, sécheresse dans certaines zones. Et ça peut fournir des données pour plus tard utiliser comme justification pour la prise de décision. Et comme dans des différentes parties du pays, ici, deviennent de plus en plus secs, l'utilisation des espèces végétales indigènes sont indispensables parce que ces espèces peuvent subir des périodes très sèches. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'assurer que la nature indigène revienne aux villes. Et voilà, merci. Désolée, j'avais le micro coupé. Alors, merci beaucoup pour cette réponse, Pierre, et encore merci à tous nos présentateurs, Jean-Rob, José Alberto, Michel et Louisa. Encore merci à nos participants, votre engagement, la pose de vos questions et les organisateurs de ce webinaire. Je vous remercie tous et passez une très bonne fin de journée. Au revoir. Thank you. Thank you.